Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans le chapitre 5 sur le Lightning Network. Nous sommes toujours dans cette formation théorique sur le parcours Bitcoin, basée sur mon livre d'ailleurs. Merci à vous si ça vous a intéressé, vous l'avez acheté, je ne sais pas trop, j'en sais rien en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que là, chapitre 5, Lightning Network. Le Lightning Network, c'est le futur de Bitcoin en fait. Vous devez comprendre quelque chose, en fait, relativement basique, c'est que Bitcoin va évoluer en couche infrastructurelle. C'est voulu par les développeurs, c'est voulu par la communauté, ça a été décidé depuis très longtemps et aujourd'hui c'est mis en place. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, au lieu de tout mettre sur Bitcoin, en mode sur le protocole de base, sur le code de Bitcoin, sur notre blockchain Bitcoin qu'on a déjà étudié, on s'est dit, on va construire l'infrastructure financière de Bitcoin et donc technologique de Bitcoin par couche. Donc la couche 1, c'est Bitcoin, qui est une blockchain. Donc 10 minutes, un bloc, un nombre de transactions limité par bloc, les mineurs qui vont faire la preuve de travail pour valider ces blocs, vous connaissez désormais. La couche 2 de Bitcoin, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est le Lightning Network. C'est en fait une couche infrastructurelle où on va mettre nos bitcoins dessus et une fois dessus, on va pouvoir faire des microtransactions instantanées, finies immédiatement, donc c'est validé en 1 seconde et pour des coûts relativement faibles. Quand je dis relativement, on parle en Satoshi, donc les décimales de Bitcoin. Donc en gros, une transaction Lightning Network, ça va coûter 0,0001 centime, comparé à une transaction Bitcoin qui va coûter 0,10 centimes d'euros. En fonction du prix, évidemment, tout change. Mais dans l'idée, c'est à peu près les ordres de grandeur. Donc aujourd'hui, on va étudier ça. J'espère que ça va vous plaire. Merci à vous de continuer à soutenir le projet. Et tout de suite, on va plus dans les aspects techniques du protocole Lightning Network. Alors, on va se mettre à droite parce qu'on m'a dit que j'avais plein d'espace à droite. Ce qui est important à comprendre, en fait, c'est que Bitcoin est une monnaie programmable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en fait, on peut l'améliorer. Comme on l'a vu dans le chapitre 1, une monnaie doit s'adapter aux besoins de sa population et donc à la technologie. Ce qui est très fort avec Bitcoin, en fait, et ce que Satoshi a réussi à faire, c'est une monnaie programmable. Donc on peut améliorer Bitcoin, on peut faire de l'ingénierie dessus. Le problème, c'est qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Parce que vous vous rendez bien compte, si Bitcoin aujourd'hui est utilisé par à peu près 100 millions de personnes, voire même plus, s'il y a déjà quasiment 1 à 2 trilliards de valorisation dessus, si tu casses Bitcoin, c'est la fin du monde. Enfin, c'est pas la fin du monde pour tout le monde, mais pour les bitcoiners, c'est la fin du monde parce qu'on a toute notre épargne dessus. Donc, on fait des choix d'ingénierie, en fait, très bien pensés quand on attaque Bitcoin. Quand je dis on attaque, c'est quand on joue dessus. En gros, Bitcoin est traité de la même façon que du code pour du nucléaire, que des centrales nucléaires, que pour le spatial, etc. Ça rentre dans cette branche de l'ingénierie et donc plus particulièrement de l'ingénierie informatique. Parce que forcément, si jamais ça casse, vous perdez votre argent. Et on n'a pas envie de perdre notre argent. Et en plus de ça, on perdrait une possibilité de libération financière qui serait peut-être compliquée à recréer. Donc c'est un petit peu souvent, ce qu'on dit, c'est que Bitcoin évolue lentement, volontairement, comparé aux autres startups, blockchain, crypto de notre écosystème, qui eux vont évoluer très vite. Bitcoin, on avance très doucement pour ne pas casser. Les autres crypto-monnaies qui proposent de la DeFi, du Web3, des smart contracts, du NFT, etc., sont volontairement dans une orientation startup où eux, ils vont aller très vite casser pour innover. Le problème, c'est que c'est deux façons de faire de l'ingénierie qui sont complètement différentes. La grande différence, en fait, pour vous la faire simple, c'est que si jamais il y a un problème dans ces nouvelles startups, comme elles sont centralisées, et comme il y a encore des leaders, comme il y a encore des consensus en fait qui décident un petit peu de tout et qui décident de la trajectoire dans un bureau fermé, s'il y a un problème majeur, c'est pas grave, ils peuvent arrêter la chaîne, la blockchain, ils peuvent décider de repartir en arrière, on appelle ça un rollback, ils peuvent décider finalement de stopper le trading, de stopper les contrats qui sont mis dessus, de stopper l'utilisation de leur protocole pour modifier. Dans Bitcoin, ce n'est pas possible parce que comme on est décentralisé, tu peux pas arrêter. Donc en fait, on est en train de réparer ou d'améliorer un avion en route. Donc en fait, Bitcoin, c'est littéralement, tu as une fusée qui est à fond et on est en train d'essayer de la modifier. Donc on peut pas rater parce que sinon ça explose. Tandis que beaucoup d'autres startups sont encore au démarrage, donc ils peuvent se permettre de tout arrêter, tout recommencer. Bref, c'est la grande parenthèse. Qu'est-ce que c'est ce dessin et pourquoi je vous en parlais? Simplement parce qu'en fait, il y a un dilemme dans les blockchains qui tourne entre la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Et ce triangle, on vous en parle assez souvent parce qu'on va vous dire que vous ne pouvez pas avoir les trois. Et en effet,
Je pense que vous ne pouvez pas avoir les trois. Parce qu'en fait, si vous voulez avoir beaucoup de scalabilité, donc le fait de pouvoir permettre des millions et des millions de transactions par seconde, d'être utilisé par des milliards de personnes d'un coup, vous aurez forcément un problème de décentralisation ou de sécurité. De la même façon, si jamais vous êtes extrêmement décentralisé, donc avec plein de personnes, tout le monde peut faire tourner un nœud facilement, et vous êtes des milliards de transactions, qu'est-ce qui va se passer? Votre sécurité sera pas aussi bonne, parce que finalement, il y aura plein de possibilités d'attaque, plein de possibilités de noyer votre réseau dans des milliards de fausses transactions, et donc vous allez finalement, un moment ou un autre, devoir arrêter. Si au contraire, vous décidez d'être extrêmement sécurisé et très scalable, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez finalement sacrifié la décentralisation parce que vos nœuds, c'est simplement des énormes ordinateurs de la taille d'un garage. Pour faire un exemple typique, tout le monde peut faire tourner un nœud Bitcoin et le réseau est très sécurisé par les mineurs, mais ce n'est pas scalable, dans le sens où voilà, il y a un nombre limité par bloc volontaire, tu as un nombre de transactions limité, 8 transactions par seconde environ par là, et voilà, il y aura des frais qui vont grossir à travers le temps et qui ne sont pas du coup accessibles à l'intégralité de la population mondiale. C'est normal. Par contre, si on prend par exemple Solana, c'est pas vraiment sécurisé, mais bon bref, on va dire qu'il y a de la sécurité. C'est scalable, mais c'est pas du tout décentralisé. Parce que pour faire tourner un nœud Solana, ça prend la taille d'un garage. Donc forcément, tout le monde ne peut pas se permettre de faire tourner un nœud. Très peu de personnes même peuvent se faire permettre de tourner un nœud. Donc c'est très centralisé. Donc c'est très facile d'aller censurer des transactions, d'aller arrêter les personnes qui font tourner un nœud ou d'envoyer l'armée chez eux directement. Ce qui n'est pas possible avec Bitcoin. Voilà, c'est des trade-offs. Pareil pour Ethereum, c'est très compliqué de faire tourner un nœud, donc Ethereum n'est pas décentralisé. N'en déplaise aux Ethereum maximalistes, c'est un fait aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire tourner un nœud Ethereum. Donc Bitcoin a pris le consensus de se dire on va être décentralisé et sécurisé. Donc la scalabilité viendra plus tard. Et en 2015, du coup, on a eu le white paper, donc le livre de recherche, on va dire, du Lightning Network. Le développement a commencé. En 2017, ça a été plus ou moins implémenté et c'est parti en bêta, test. Et après, ça s'est plus ou moins adopté à petite échelle. Et depuis 2021, 2020 et surtout 2022, mais 2021 a été le gros boom d'adoption, le Lightning Network a vraiment connu un essor d'adoption et c'est aujourd'hui reconnu comme étant la couche 2 de Bitcoin officielle, validée, que tout le monde utilise. Pour donner une anecdote, le Salvador utilise le Lightning Network. Donc le pays, le Salvador, utilise principalement le Lightning Network parce que c'est scalable. Et ils utilisent du coup Bitcoin pour l'aspect sécurité, décentralisation. Donc, maintenant j'ai envie de vous expliquer du coup à quoi ressemble en fait le Lightning Network, comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Et là, on doit s'appuyer sur ce graphe. En fait, comme je l'ai dit, c'est par couche infrastructurelle, exactement comme Internet a été conçu par couche infrastructurelle. Internet, c'est pas d'un coup on donne Internet à 7 milliards de personnes. Internet, c'est 40 ans de recherche et développement avec de l'infrastructure qui a évolué à travers le temps pour permettre d'en arriver à tout le monde stream tout en même temps dans la maison, aussi bien du jeu vidéo pour vos enfants que vous sur Zoom ou peu importe. Vous voyez l'idée. Bah voilà, vous vous souvenez très bien de l'origine d'Internet, c'était pas du tout efficace. Et même moi, je me souviens à l'époque quand on galérait à jouer en ligne. Dans les jeux vidéo, on avait des mauvaises connexions et on regardait des vidéos en 720 et c'était incroyable. Aujourd'hui, on est sur du 4K en streamant de tous les côtés. Et ben en fait, c'est parce qu'on a évolué par couche et tous les protocoles d'Internet ont des fonctions très spécifiques qui permettent d'optimiser. Bitcoin est conçu et pensé de la même façon. Donc en fait, on a notre blockchain de base, extrêmement sécurisée, plus lente volontairement, limitée dans ses fonctions volontairement, et derrière, on a créé le Lightning Network au-dessus. Comment fonctionne le Lightning Network? C'est un réseau de canaux de paiement. Et la meilleure façon de vous l'expliquer, c'est de penser à littéralement une ardoise dans un bar ou alors une sorte de tricount entre potes en vacances ou une note sur le frigo entre vous et votre partenaire. L'idée est simple, au lieu de finaliser les transactions à chaque fois, en mode tu payes un resto, je paye un resto, tu fais les courses, moi je paye les impôts, toi tu payes l'essence, moi je paye l'assurance de la voiture, tu payes voilà, ce cinéma et moi derrière je vais acheter des fruits au marché, etc. Au lieu de à chaque fois se rembourser l'un et l'autre, ce qui est super pénible, super agaçant, pas du tout efficace, ce que vous faites c'est que vous l'écrivez sur une liste
avec à droite les dépenses d'une personne, à gauche les dépenses d'une autre, et à la fin du mois, vous tirez un trait, vous faites le calcul et vous balancez finalement l'équation. Vous voyez? Donc, qui doit quoi à qui? Le Lightning Network, c'est exactement pareil. Ce que vous allez faire en fait, c'est bloquer des bitcoins dans un canal de paiement sur la couche numéro 2 entre vous et quelqu'un d'autre. Une fois que cet argent est bloqué, vous pouvez donc l'utiliser à l'infini entre vous deux, sans passer par le système de la blockchain. Donc vous pourrez dire, tiens, allez, hop, on a un bitcoin entre toi et moi, j'ai bloqué un bitcoin avec mon employé Rachel parce que je dois lui payer assez régulièrement un salaire ou des services. Du coup, à la fin de chaque mois, j'envoie une quantité spécifique. À la fin de chaque semaine, j'envoie une quantité spécifique, ou à la fin de chaque jour, elle touche une partie de son salaire. Donc chaque jour, je lui envoie par exemple, je sais pas, les 100 € de son salaire, ou enfin, j'ai pas fait les maths, mais peu importe votre employé, vous comprenez l'idée. Tous les jours, du coup, elle reçoit son salaire. La transaction, c'est simplement moi vers elle. Et au bout d'un moment, je n'ai plus d'argent dans mon côté de la liquidité, et elle a tout l'argent. Si elle me doit de l'argent, elle peut renvoyer avec 0 frais. Parce que finalement, c'est une ardoise, un compte qu'on a entre nous deux, les transactions sont instantanées. C'est simplement retirer une ligne, rajouter une ligne. Les transactions n'ont aucun frais parce que c'est simplement entre toi et moi. Il n'y a pas besoin de payer quelqu'un. C'est toi, moi qui te donne l'argent. Donc pourquoi est-ce qu'on irait donner de l'argent à des mineurs? Pourquoi on irait donner de l'argent à des intermédiaires? Il n'y en a aucun. Donc il n'y a plus de frais. C'est instantané parce que au moment où on le décide, c'est fait. Et évidemment, du coup, c'est très efficace. Et en fait, au bout d'un moment, Rachel, du coup, aura tout l'argent. Et si elle veut renvoyer l'argent sur la blockchain Bitcoin parce qu'elle a envie de repartir sur Bitcoin et sécuriser ses actifs avec le protocole Bitcoin, elle va fermer le canal de liquidité. Ce qui va se passer concrètement, c'est que j'avais bloqué un Bitcoin, on a fait des dépenses, on va regarder la balance finale, et si à la fin, j'ai plus que 0,2 Bitcoin et Rachel a 0,8 Bitcoin, en fermant, la transaction va être dit sur la blockchain Bitcoin, le 1 Bitcoin est désormais 0,2 Bitcoin et 0,8 Bitcoin. Vous voyez l'idée. Et en fait, ce qui se passe, comme le Lightning Network, c'est un réseau de canaux de paiement, tout le monde fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des milliers, des millions de canaux de liquidité avec plus ou moins des montants différents entre différentes personnes. Et ce qui devient intéressant, c'est qu'en fait, de un canal connecté à un autre canal connecté à un autre canal, on peut envoyer la liquidité entre nous. Donc par exemple, Rachel souhaite payer Bob, mais Rachel n'a pas de canal de paiement directement avec Bob, parce que Bob, c'est par exemple un supermarché, exemple typique. Par contre, moi, je suis connecté avec Bob, parce que j'aide ce supermarché à accepter Bitcoin. Ce qui va se passer, c'est que Rachel va me payer moi, et moi, je vais payer le supermarché pour elle. Ça va être fait instantanément, ça va être fait immédiatement, ça va être fait pour des très petits frais, voire 0 frais en fonction de comment tout est géré. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'on peut scale. Et si on pense cette même logique plus loin, imaginons Rachel décide de payer son ami Hector au Venezuela, et Victor est connecté au supermarché. Qu'est-ce qui va se passer? Rachel va me payer moi je vais payer le supermarché va payer Hector. Ça va être automatique, évidemment, il n'y a pas d'humain qui décide, et le supermarché a tout à gagner à faire ça, parce que finalement, il contribue au réseau. Parce que derrière, si Hector veut payer Rachel, ça va faire Hector, le supermarché, moi, Rachel. Voilà. Et en fait, en étant très bien connecté dans le réseau, on va dire, du Lightning Network, vous pouvez faire plein de paiements partout instantanément. Bref, vous devez comprendre donc que le Lightning Network en fait est une nouvelle couche infrastructurelle qui a des propriétés spécifiques, des propriétés différentes de Bitcoin pour des cas d'usage différents. On va voir les cas d'usage dans le chapitre juste après, et si vous voulez vraiment plus de détails, un crash course et vraiment aller plus en profondeur avec le Lightning Network, sachez qu'il existe déjà un crash course d'1 heure sur le Lightning Network, où on voit plus tout ce que je viens d'expliquer en détail, plus clair, avec des dessins, un peu mieux que ce que vous avez vu à droite. On a également une démonstration live, et ça c'est en 1 heure. Si jamais vous voulez des formations sur cette technologie, sachez qu'il y a 2 formations déjà dédiées à ça sur ma chaîne, gratuite, évidemment, toutes mes formations sont gratuites. La première, c'est les nœuds Bitcoin. La deuxième partie de cette formation, on attaque vraiment le Lightning Network, et donc on fait de l'utilisation pratique du Lightning. Et la deuxième formation est la formation de Fanis, qui est une formation théorique pour comprendre comment fonctionne ce protocole, ce mécanisme de paiement, et pourquoi la triche n'est pas possible, comment ouvrir des canaux, fermer des canaux.
Bref, si vous voulez plus de ressources, encore une fois, c'est dans la description, sur le site internet découvre-bitcoin/thématique/lightning network, dans les formations, un peu partout sur mon site, vous les trouverez, c'est plutôt bien expliqué, je suis assez fier de ça, et vous me le dites souvent, donc merci à vous pour les feedbacks. Donc, on en revient à une explication générale. Grosso modo, le Lightning Network est une couche infrastructurelle qui permet de résoudre le problème de la scalabilité. C'est fait via des canaux de paiement. Ces canaux de paiement sont donc bloqués via un système de multisig. Donc on bloque nos bitcoins sur la chaîne principale. Ils sont donc mis sur le Lightning Network. Ici, on fait des millions de transactions entre les deux personnes connectées. Donc par exemple, moi les employés, vous votre fournisseur, moi et mes potes, moi et le bar que j'aime bien, moi les restos, moi Carrefour. Il n'y a aucun frais. Une fois qu'on a envie de clôturer finalement ce contrat entre nous deux de liquidité, on referme la transaction et les bitcoins sont redéplacés en fonction du solde final du compte. Exactement comme une ardoise ou comme un tricompte. Ça permet du coup de scaler Bitcoin, de faire des millions et des milliards de transactions off-chain, pas sur la blockchain de base, où il n'y a donc pas de dépenses énergétiques, où du coup il n'y a pas de frais ou pas autant de frais, et qui sont soumis à des nouvelles règles, nouvelles lois, nouvelles formes, nouvelles flexibilités. On fait ça, encore une fois, pour que justement, on n'aille pas tout mettre sur la blockchain de base et puis on puisse scaler, grossir par couche infrastructurelle. Grosso modo, c'est ça. Et du coup, ça marche par des canaux de liquidité, un peu comme un système de boulier, où finalement, la liquidité va partir de droite à gauche, de droite à gauche, de gauche à droite, etc. en fonction des besoins. Les personnes peuvent ouvrir autant de canaux qu'ils veulent, c'est pas un problème. Et comme tous les canaux sont connectés ensemble, et ben finalement la liquidité part d'une personne à une autre. Donc par exemple, Alice veut payer Bob, et ben elle va peut-être passer par Chomsky et Hayek, qui eux vont relayer l'information. Pour information, et comme on va le voir dans le chapitre juste après, il y a quand même des frais. Les frais sont les frais d'ouverture de canaux, à savoir la création d'un smart contract multisig ici. Donc ça veut dire que grosso modo entre 40 centimes et peut-être 2 euros, vous allez donc bloquer votre liquidité. Donc là, il y a des frais. Ici, entre Alice et Bob, il y a 0 frais parce qu'ils sont directement connectés. Par contre, si jamais c'est Alice et Bob, mais ils ne sont pas connectés ensemble, je pense que vous avez suivi le truc là, et ben dans ce cas, ils payeront des frais à Chomsky et Hayek, qui ne sont pas des mineurs. Ils ont des nœuds de routage Lightning, on va le voir dans le chapitre après, c'est un sujet un peu différent. Et donc pour ces nœuds de routage Lightning, pour ces hubs en fait, pour ces intermédiaires Lightning, qui peuvent être vos potes ou alors des vraies institutions, ou moi-même, hein, je le fais aussi, des amis le font, mes viewers le font, un peu tout le monde le fait. Dans ce cas, on va leur payer un tout petit frais pour qu'ils fassent la passation. Ces frais sont décidés par eux-mêmes, et donc ça peut aller de 1 Satoshi à 10 Satoshi à 100 Satoshi. Sachant que 1 Satoshi, c'est 8 décimales après un Bitcoin. Grosso modo, aujourd'hui, comparé au taux de change euro-Bitcoin, 1 Satoshi, c'est 0,0001 centime. C'est pas très cher payé pour faire une transaction. Et donc là, on paierait par exemple 0,00002 centimes pour envoyer l'argent à Bob. Sachant que, encore une fois, comme nous sommes sur le réseau Bitcoin, ces transactions sont forcément vraies. On ne peut pas tricher, cryptographiquement c'est vérifié. Ils sont finalement sécurisés indirectement par l'énergie des mineurs et la blockchain de base. Donc il n'y a pas de potentiel triche, il n'y a pas de censure possible. Et également, il n'y a pas de limite géographique, dans le sens où si Alice veut envoyer 400 € à Bob, Alice est à Paris, Bob est en Asie, bah, la transaction va être faite en 0,1 seconde, ou en 1 seconde, grosso modo, instantanément, pour donc 0,0002 centimes à l'autre bout du monde. Donc si Western Union ou une banque vous prend un pourcentage et prend plusieurs jours à envoyer l'argent à l'autre bout du monde, avec Bitcoin, on est sur 10 minutes et 10 centimes. Sur le Lightning Network, on est sur 1 seconde et pratiquement 0 centimes. Voilà, donc si dans la vidéo précédente sur l'hyper-bitcoinisation, vous avez cru que je rêvais et que la technologie ne serait pas acceptée, maintenant réfléchissez à ce que je viens de dire et considérez bien donc ça, je le redis parce que c'est quand même vachement important. Western Union, on est sur 5-10%, peut-être même 15% de la valeur envoyée. Une banque traditionnelle, on est peut-être à 2-5%, peu importe. Le virement va être fait avec l'autorisation d'un tiers qui va prendre plusieurs jours d'envoi, avec potentiellement du blocage. Et il ne faut pas que ça soit le week-end parce que les banques sont fermées.
comparé à Bitcoin où c'est 10 minutes, 10 centimes sans intermédiaire de confiance, comparé à Lightning Network où c'est 1 seconde, 0 frais, instantanément. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'évolution dans laquelle on va. Et c'est pour ça que quand je vous dis que Western Union et en plus de ça, du coup, les banques centrales et en plus de ça, Visa, Mastercard sont voués à disparaître, ben c'est parce que s'ils n'adoptent pas la technologie Lightning Network, ils sont voués à disparaître. Ça n'a aucun sens de payer pour un transfert bancaire. C'est gratuit ici. Enfin, c'est pas gratuit, mais c'est des satoshi. Hein. C'est vraiment pas beaucoup du tout de frais. Donc c'est beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher, beaucoup plus éthique, beaucoup plus sécurisé que notre système traditionnel. Donc c'est qu'une question de temps avant que tous les acteurs se rendent compte et l'adoptent pour leur e-commerce, pour leurs transferts internationaux. C'est d'ailleurs ce que fait Strike, une société américaine qui littéralement envoie des euros et des dollars grâce au Lightning Network. Donc en gros, ce que Strike fait, même si je pourrais peut-être en parler en cas d'usage, mais ça va vous teaser sur les cas d'usage, Strike prend vos dollars, les transforme en Bitcoin, les envoie avec le Lightning Network en 1 seconde à l'autre bout du monde, les retransfère en dollars et les crédite sur votre compte. Donc en fait, via Strike, une application mobile, hein, une néobanque américaine, si vous voulez envoyer de l'argent des États-Unis au Venezuela, en Argentine, en Afrique ou partout dans le monde, ça va prendre littéralement 1 seconde et 0 frais. Parce que Strike, cette néobanque Bitcoin, utilise le Lightning Network. Strike, son business, c'est pas compliqué. Il transforme vos dollars en Bitcoin, il utilise Bitcoin, il retransforme à l'arrivée les Bitcoins en dollars. Vous y voyez que du feu, vous pensez que vous utilisez des dollars, mais la technologie sous-jacente utilisée par cette société, c'est le Lightning Network. Ce qui lui permet d'être 100 fois plus efficace que n'importe quelle autre banque au monde. Voilà. C'est un petit peu pour vous donner un cas d'usage concret utilisé aujourd'hui par plus de 20 millions de personnes, je pense, ou 5 millions, 10 millions de personnes, je pense, au Strike. Franchement, je ne sais pas exactement les stats, mais on doit être autour de ça. Voilà, je vais clôturer ici cette vidéo du coup introductif sur le Lightning Network. Encore une fois, toutes les ressources dans la description. Le prochain chapitre va être sur les cas d'usage du Lightning Network et qu'est-ce que finalement cette technologie va permettre. J'espère que ça vous a plu, c'est assez passionnant et c'est vraiment un sujet qu'on aborde en profondeur chez moi, vu que c'est un peu le futur de Bitcoin, littéralement, et le futur de la finance aussi. Donc c'est quand même assez important de se mettre à jour par rapport à cette technologie. Je vous adore, bisous, bonne chance dans la suite et merci d'avoir soutenu ce projet, cette formation depuis le début pour tous mes Patreons et les personnes qui passent par le e-commerce ou la donation en général. Vous êtes super. Merci à vous, salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!